Imaginez, vous êtes seul, face à vous, un bataillon entier. 5000 fusils sont braqués sur votre poitrine. L'ordre de tirer peut tomber à n'importe quel instant. Pour n'importe quel roi, pour n'importe quel général, ce serait la fin. Pour lui, ce n'est que le début. En 1815, le roi de France a envoyé ses armées pour tuer un homme. Mais comment peut-on tuer un mythe avec des balles? Ceci n'est pas l'histoire d'une guerre. C'est celle de la conquête la plus audacieuse de tous les temps. Restez avec nous, et vous comprendrez le secret du pouvoir qui faisait s'agenouiller les armées, et pourquoi des milliers de soldats ont préféré trahir leur roi plutôt que de désobéir à leur empereur. 1814, les empires coalisés ont enfin réussi à abattre le colosse. L'ogre, le monstre, l'usurpateur est vaincu. Sur le trône de France, les vainqueurs installent un roi oublié, Louis XVIII, un homme du passé ramené dans les fourgons de l'ennemi. L'Europe croit respirer. Elle a enfermé le lion dans une cage dorée, une petite île au large de l'Italie, l'île d'Elbe. On lui a donné un titre de souverain, une garde personnelle de quelques centaines d'hommes, un palais modeste. C'était une façon de se moquer, de transformer l'homme qui dominait le continent en maire d'un village de pêcheurs. Il pensait qu'il allait se contenter de jouer au roi sur son rocher, d'organiser des bals et de gérer ses mines de fer. Il ne pouvait pas plus se tromper, car un aigle ne devient jamais un oiseau de basse-cour. Depuis son exil, Napoléon observe, il écoute. Il gouverne son petit royaume avec la même énergie méticuleuse qu'il administrait son empire. Il trace des routes, modernise l'agriculture, réorganise l'économie. Mais son esprit est ailleurs. Son regard est tourné vers le nord, vers cette France qu'on lui a arrachée. Et ce qu'il en voit, ce que lui rapportent ses espions, le convainc que l'histoire n'a pas encore dit son dernier mot. En France, le soleil s'est éteint. Le nouveau régime est une humiliation nationale. Le drapeau tricolore, celui qui a flotté sur Vienne, Berlin et Moscou, celui qui symbolisait la gloire et le sang versé par une génération entière, est remplacé par le drapeau blanc des anciens rois. C'est une insulte cousue de fil blanc, un crachat sur la tombe de centaines de milliers de héros. Les nobles émigrés, ceux qui avaient fui la Révolution, reviennent avec une arrogance intacte. Ils réclament leurs terres, leurs privilèges, et traitent les Français comme un peuple conquis. Ils méprisent les nouvelles élites, les maréchaux sortis du rang, les hommes qui se sont faits par leur seul courage. La nation est fracturée, mais le cœur du ressentiment bat plus fort ailleurs, dans les casernes et les foyers des vétérans. Les soldats de la Grande Armée, ces hommes qui avaient marché jusqu'aux confins de l'Europe pour lui, sont maintenant des parias. On les appelle les demi-soldes, car le roi a réduit leur paie de moitié. Des hommes qui avaient fait trembler les empires mendient désormais leur peine. On leur arrache leurs décorations. On les disperse dans des garnisons lointaines pour briser leur esprit de corps. Ces vétérans, ces grognards, ne sont pas juste des soldats vaincus. Ils sont les dépositaires d'une foi. Pour eux, l'empereur n'était pas un simple chef. Il était l'incarnation de la France, de sa grandeur, de la promesse que n'importe quel fils de paysan pouvait, par sa bravoure, atteindre les plus hauts sommets. Le roi Louis XVIII, lui, n'incarne rien d'autre que la défaite et la soumission à l'étranger. La colère gronde, silencieuse mais profonde. Le nom de l'empereur est murmuré comme une prière interdite. Des violettes, symbole secret des bonapartistes, apparaissent aux boutonnières. On se chuchote qu'il reviendra avec le printemps. Sur son île, Napoléon sent le vent tourner. Des visiteurs secrets bravent la surveillance des navires anglais pour lui apporter des nouvelles. Ils lui décrivent une armée prête à se soulever, un peuple qui regrette déjà la gloire passée,
Il apprend aussi que les rois d'Europe, réunis à Vienne pour se partager les dépouilles de son empire, commencent déjà à se quereller. L'alliance contre lui se fissure. Le moment est venu. La décision est prise dans le secret le plus absolu. Ce ne sera pas une tentative de coup d'État, ce sera un acte de foi. Le 26 février 1815, profitant de l'absence du commissaire anglais parti à Livourne, l'ordre est donné. La petite flotte est prête. Un seul brick, l'Inconstant, et 6 autres petits navires. À leur bord, à peine 1000 hommes, 1000 fidèles contre toutes les armées d'Europe. C'est une folie pure, un pari insensé. Mais la folie des aigles n'est pas celle des hommes. Pendant 2 jours, ils naviguent, le cœur battant, sous la menace constante des frégates anglaises et françaises qui patrouillent la Méditerranée. Ils croisent au même un navire de guerre français. Le capitaine demande des nouvelles de l'île d'Elbe. Depuis le pont de son navire, l'empereur, caché, entend la réponse. Le grand homme est toujours là. Une fois le danger passé, il se révèle à ses hommes. La joie explose. Il leur dicte alors les proclamations qui vont mettre le feu à la France. Le 1er mars 1815, la petite flotte jette l'ancre au golfe Juan, entre Cannes et Antibes. Napoléon est le premier à poser le pied sur le sol de France. Il est de retour chez lui. Le destin est en marche. Il se tourne vers ses hommes, ces quelques centaines de braves qui ont tout quitté pour le suivre, et sa voix résonne, non pas comme celle d'un général, mais comme celle d'un prophète annonçant l'inévitable. « Soldats, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux. Vous réclamiez le gouvernement de votre choix. Je viens reprendre mes droits, qui sont les vôtres. » Puis il leur livre la phrase qui va devenir le symbole de cette épopée. Une promesse mythologique. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. La conquête ne se fera pas par le fer, mais par la force d'un symbole, par la puissance d'une légende vivante. La marche vers Paris commence. Le débarquement a réussi, mais tout reste à faire. 1000 hommes ne sont qu'une poignée face à un royaume. La nouvelle de son retour se répand comme une traînée de poudre, semant la stupeur et la panique. À Paris, la cour du roi refuse d'y croire. C'est une rumeur, une folie, une aventure de brigands qui sera écrasée en quelques jours. Louis XVIII, confiant dans son armée, déclare Napoléon traître et rebelle et met sa tête à prix. Quiconque le capturera, mort ou vif, sera un héros du royaume. Des milliers de soldats sont mobilisés. Des généraux fidèles aux Bourbons sont envoyés pour le stopper, pour l'anéantir. La route choisie par l'empereur est audacieuse. Il évite la vallée du Rhône, trop royaliste, et s'engage sur la route des Alpes. Un chemin difficile, escarpé, mais où le peuple lui est plus favorable. C'est une course contre la montre. Chaque heure qui passe permet à ses ennemis de s'organiser. S'il ne rallie pas une ville importante, une garnison, sa petite troupe sera vite cernée et détruite. Les premiers jours sont tendus. Les paysans l'acclament, lui offrent des vivres, mais aucune troupe ne le rejoint. Le test décisif approche. La ville de Grenoble est la clé. C'est une place forte, dotée d'un arsenal et d'une garnison de plusieurs milliers d'hommes commandée par le général Marchand, un homme décidé à faire son devoir. Pour arrêter le brigand, Marchand envoie un bataillon du 5e régiment d'infanterie de ligne, renforcé par des sapeurs et des artilleurs. Ils prennent position près du village de Laffrey, dans une passe étroite que Napoléon ne peut contourner. Le 7 mars, en début d'après-midi, l'avant-garde impériale se retrouve nez à nez avec les troupes royales. Le piège est refermé.
5000 soldats font face aux quelques centaines de grenadiers de l'empereur. Le moment de vérité est arrivé. Une seule salve de fusil, et l'aventure du vol de l'Aigle se termine dans le sang. Le commandant du bataillon royaliste, un officier loyal au roi, ordonne de mettre en joue. Les soldats obéissent, le doigt sur la gâchette. Ils voient cet homme, cette silhouette légendaire qu'ils n'ont pour la plupart jamais vue qu'en peinture. La tension est insoutenable. C'est alors que Napoléon accomplit le geste qui va faire basculer l'histoire dans la mythologie. Il ordonne à sa propre garde de mettre la crosse en l'air, de ne montrer aucune hostilité. Puis, il s'avance, seul, lentement. Il marche droit vers les fusils qui le visent, dans un silence de mort. Le vent froid des Alpes balaie la plaine. On n'entend que le bruit de ses pas sur la route gelée. Le capitaine royaliste, paniqué par ce spectacle surréaliste, perd ses moyens. Il hurle à ses hommes « Feu! Tirez !» Aucun coup de feu ne part. Les bras des soldats tremblent. Leurs mains sont paralysées. Ils sont incapables de tirer sur l'homme qui les a menés à la victoire tant de fois. Arrivé à portée de voix, à peine à distance d'un coup de pistolet, Napoléon s'arrête. Il ouvre sa célèbre redingote grise, découvrant sa poitrine ornée de ses décorations. Sa voix, cette voix qui a harangué les troupes au pied des pyramides et dans les plaines d'Austerlitz, tonne dans le silence. « Soldats du 5e, reconnaissez-moi !» Il marque une pause, fixant les soldats droit dans les yeux, l'un après l'autre. « S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voici. » Le temps s'arrête. Cette phrase n'est pas un défi, c'est une absolution. Il ne leur demande pas de se battre, mais de choisir. De choisir entre un roi qu'on leur a imposé et un père qu'ils croyaient avoir perdu. Pendant un instant qui dure une éternité, personne ne bouge. Puis, un cri jaillit des rangs. Un seul. « Vive l'empereur !» C'est l'étincelle qui embrase la plaine. Le cri est repris par 10, puis 100, puis des milliers de voix. La discipline se brise comme du verre. C'est une vague humaine qui déferle. Les soldats jettent leurs fusils, arrachent leurs cocardes blanches, les foulent aux pieds. Ils courent, ils se précipitent vers lui. Ils pleurent, ils s'agenouillent, baisent ses mains, l'ourlet de son manteau. Ils le touchent comme on touche une relique sainte. Ce ne sont plus des soldats obéissant à un ordre, ce sont des fidèles retrouvant leur Dieu. Le bataillon envoyé pour l'arrêter est devenu sa nouvelle avant-garde. La nouvelle de ce miracle laïque le précède. Quand il arrive devant les remparts de Grenoble, les portes sont closes. Le général Marchand refuse de céder. Mais la contagion a gagné la ville. La garnison ne lui obéit plus. Les habitants se pressent sur les murailles, acclamant l'empereur. Devant le refus d'ouvrir, des citoyens exaspérés défoncent la porte de Bonn à coups de hache et la lui apportent en trophée. Il entre dans Grenoble non pas en conquérant, mais en libérateur, porté par une marée humaine en délire. Il dira plus tard « Jusqu'à Grenoble, j'étais un aventurier. À Grenoble, j'étais un prince. » L'effet domino est enclenché. Chaque régiment, chaque armée que le roi envoie pour l'arrêter ne fait que grossir ses rangs. À Lyon, la deuxième ville de France, les princes royaux tentent d'organiser la résistance. C'est inutile. Les troupes fraternisent avec le peuple et se rallient à l'empereur avant même qu'il n'entre dans la ville. Il ne conquiert pas les villes, il les absorbe. Son armée grandit d'heure en heure, sans tirer un seul coup de feu, sans verser une seule goutte de sang. Le vol de l'Aigle n'est plus une aventure, c'est une force de la nature, une avalanche de loyauté qui dévale les montagnes et se dirige inexorablement vers Paris. Le roi et ses ministres commencent enfin à comprendre.
Ce n'est pas un homme qu'ils combattent, c'est une idée. C'est la mémoire de la grandeur française qui s'est réveillée. Et contre une telle force, les balles et les décrets ne pèsent rien. À Paris, l'incrédulité a laissé place à la panique. Dans les salons dorés du palais des Tuileries, les courtisans qui, quelques jours plus tôt, riaient de l'escapade de Buonaparte, tremblent désormais pour leurs titres et leurs fortunes. Les dépêches qui arrivent de Lyon confirment le désastre. La deuxième ville de France est tombée sans la moindre résistance. L'armée envoyée pour la défendre a rejoint l'usurpateur. La route de la capitale est ouverte. Le roi Louis XVIII, obèse et impotent, tente de faire bonne figure. Il se rend devant les chambres, le Parlement de l'époque, pour un discours pathétique. Il jure de mourir en défendant son trône, parle de la charte constitutionnelle, de la liberté. Mais ces mots sonnent creux. Il parle de loi et de légitimité à un peuple qui ne rêve que de gloire et d'épopée. Personne n'est dupe. La monarchie restaurée n'a aucune racine profonde dans le pays. Son seul appui est la lassitude de la guerre et la bienveillance des puissances étrangères. Face à la vague de ferveur qui porte Napoléon, sa légitimité s'effrite comme du sable sec. C'est dans ce climat de fin de règne que le gouvernement royal joue sa dernière carte. Sa carte maîtresse. Un homme dont le nom seul est une légende. Le maréchal Ney. Michel Ney, duc d'Elchingen, prince de la Moscova, surnommé par l'empereur lui-même le brave des braves. Il est le héros de 1000 batailles, l'incarnation du courage militaire français. Après l'abdication de Napoléon en 1814, Ney, comme beaucoup d'autres maréchaux, s'est rallié au roi. Il a juré fidélité à la nouvelle monarchie. Pour lui, la guerre était finie. Il était temps de servir la France, quel que soit son régime. Quand il apprend le retour de l'empereur, sa réaction est violente. Il le considère comme un fou qui va replonger le pays dans le chaos et la guerre. Il se rend auprès du roi et, dans un excès de zèle, prononce une phrase qui restera dans l'histoire. Il promet de stopper l'envahisseur et de le ramener à Paris dans une cage de fer. Cette promesse fait la une de tous les journaux royalistes. Elle rassure la cour. Si Ney, le brave des braves, marche contre lui, Napoléon est perdu. Comment les soldats oseraient-ils désobéir à un tel héros? Ney prend la tête d'une armée de 6000 hommes à Besançon et se dirige vers le sud pour barrer la route à son ancien maître. Il est déterminé, convaincu de faire son devoir. Il harangue ses troupes, leur rappelle leur serment au roi, leur promet des récompenses. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il sent que le terrain se dérobe sous ses pieds. L'atmosphère a changé. Ses propres soldats deviennent sombres, silencieux. Ils murmurent le nom de l'empereur. Ils lisent les proclamations de Napoléon que des agents secrets distribuent la nuit dans les casernes. Des proclamations qui parlent de gloire, d'honneur, de la patrie trahie par des nobles qui n'ont jamais versé leur sang pour elle. Naissant la loyauté de ces hommes s'évaporer. Le 14 mars, à Lons-le-Saunier, le drame se noue. Le maréchal reçoit des émissaires de Napoléon. Ils lui apportent une simple lettre, écrite de la main de l'empereur. Elle ne contient ni menaces, ni promesses, juste quelques mots. Je vous recevrai comme au lendemain de la bataille de la Moscova. Ces mots sont une décharge électrique. Ils ne s'adressent pas au général du roi, mais aux compagnons d'armes, aux frères de combat. Ils ravivent 20 ans de souvenirs, de batailles menées côte à côte, de victoires impossibles arrachées au destin. La Moscova, la plus sanglante des batailles, où Ney avait été titré prince pour sa bravoure surhumaine. En quelques phrases, Napoléon a fait voler en éclats le fragile vernis de la loyauté royaliste. Le maréchal est bouleversé. Il passe une nuit d'angoisse
déchiré entre son serment et sa légende. Il comprend qu'il ne peut rien faire. S'il ordonne à ses hommes de tirer sur l'empereur, ils se retourneront contre lui. Il est seul. Le lendemain matin, il rassemble ses officiers. Le visage défait, il leur lit une proclamation qu'il a rédigée pendant la nuit. La cause des Bourbons est perdue à jamais. C'est à l'empereur Napoléon, notre souverain, qu'il appartient de régner sur notre beau pays. Un immense cri de « Vive l'empereur » lui répond. L'armée de Ney, le dernier rempart du roi, vient de se désintégrer sans combattre. La nouvelle de cette défection suprême frappe Paris comme un coup de tonnerre. C'est la fin. Il n'y a plus d'armée, plus de maréchal, plus d'espoir. La cage de fer est devenue un char de triomphe. Le gouvernement se dissout. Dans la nuit du 19 au 20 mars, le roi Louis XVIII quitte les Tuileries en secret. Il fuit lamentablement vers la frontière belge, abandonnant son trône et son royaume. La France n'a plus de roi. 20 jours. Il n'a fallu que 20 jours. 20 jours depuis le débarquement au golfe Juan. Le 20 mars, jour de l'anniversaire de son fils, le roi de Rome, Napoléon arrive aux portes de Paris. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de résistance, il y a juste une foule immense, en liesse, qui l'attend depuis des heures. Des ouvriers, des bourgeois, des soldats, des femmes, des enfants. Tous sont là pour voir le retour du mythe. Sa voiture ne peut plus avancer, il doit descendre. La foule se referme sur lui, l'acclame, le touche, l'étreint. Il est soulevé de terre, porté sur les épaules de ses officiers et de ses grenadiers qui l'escortent, le protègent de cet amour étouffant. Il est hissé, de bras en bras, dans l'escalier monumental des Tuileries, jusqu'aux appartements royaux qu'il a quittés moins d'1 an plus tôt. Épuisé, mais triomphant. Il n'a pas conquis la France est venue à lui. La prophétie était accomplie. L'aigle avait volé, de clocher en clocher, jusqu'au tour de Notre-Dame, porté par le seul souffle de sa légende. En 20 jours, un seul homme a fait s'effondrer un royaume sans qu'une seule cartouche ne soit tirée par ses partisans. Cet événement, unique dans l'histoire de l'humanité, n'est pas un coup d'État. Ce fut un plébiscite par la marche, un référendum où les bulletins de vote étaient les jambes des soldats et les acclamations du peuple. Le vol de l'aigle est la preuve éclatante que la véritable souveraineté ne réside pas dans les parchemins des traités ou le sang des dynasties, mais dans le cœur d'une nation. Les rois d'Europe, en l'exilant, pensaient avoir vaincu un général. Ils n'avaient pas compris qu'ils avaient libéré un mythe. Le retour de l'île d'Elbe est le testament politique de Napoléon. Il démontre que son pouvoir ne reposait ni sur la peur, ni sur la tyrannie, comme le clamaient ses ennemis. Il reposait sur une alchimie bien plus puissante, celle de la gloire partagée, de l'honneur national et de la promesse que la grandeur était à la portée de tous. Cette épopée nous laisse un héritage de fer. Elle nous rappelle que la légitimité la plus forte est celle de l'amour du peuple et que la loyauté des hommes ne s'achète pas, elle se mérite. La flamme de cette France fière et indomptable, cette flamme que l'empereur a su incarner jusqu'au bout, ne s'est jamais vraiment éteinte. Ils ont eu besoin d'1 million de soldats pour le vaincre à Waterloo. Il n'a eu besoin que de sa légende pour conquérir la France,